Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition spéciale d'Entre deux News consacrée à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre prochain. La campagne électorale ouverte le 10 octobre dernier s'achève ce jeudi nuit. 2 semaines d'intenses activités politiques, des meetings géants, des déclarations politiques, des échanges parfois vifs, mais aussi des moments d'émotion et de ferveur populaire. À 2 jours du scrutin du 25 octobre, l'heure est au bilan. Quels enseignements tirés de cette campagne électorale? Quels messages ont marqué les électeurs ivoiriens et comment comprendre les tensions signalées dans certaines localités du pays alors que les différents partis politiques et candidats à la présidentielle multiplient les appels? Pour rappel, 5 candidats sont en lice. Alassane Ouattara du RHDP, Jean-Louis Billon du CODE, Simone Eyivé Gbagbo, elle est la candidate du MGC. Henriette Lagou, candidate du GPP, et Awa Domelo, il est candidat indépendant à cette présidentielle ivoirienne. Ce soir, nos invités vont analyser les messages et les dynamiques de terrain de cette campagne inédite. Pour en débattre ce soir, 4 personnalités. Brahima Doumbia, il est secrétaire exécutif adjoint en charge des élections au RHDP. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, le représentant du candidat Jean-Louis Billon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Eric Noba. Tout à fait. Et puis à ma gauche, Dr Justin Kwadja, il est membre de l'équipe de campagne de Dr Simone Eyivé Gbagbo, candidate du MGC. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Eric Dowo, analyste politique, il est consultant sur Entre deux News. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sédic. Alors tout de suite, on démarre cette émission. La première question adressée. Tout d'abord, quel bilan faites-vous de cette campagne présidentielle? On commence par vous, M. Brahima Doumbia. Bien, je crois que c'est une campagne qui se déroule ou qui s'est très bien déroulée. Le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, a lancé sa campagne le 11 octobre à Daloa. Et depuis lors, tous les directeurs régionaux de campagne, les directeurs départementaux de campagne sont sur le terrain. Ils font des meetings, mais également les équipes de campagne font du porte-à-porte donc auprès des électeurs, pour leur expliquer le bilan du président Alassane Ouattara, leur expliquer le projet du président Alassane Ouattara pour les années à venir. Et donc les populations sont enthousiastes. Partout, nos équipes ont reçu un bon accueil. Et donc aujourd'hui, ce sera l'apothéose un peu partout. Je voudrais dire que la campagne se déroule très bien. Bien. Alors, Dr Kwadja, vous, à 2 jours du vote, que retenir de cette campagne présidentielle? Je crois bien que la campagne s'est déroulée dans une très bonne ambiance. Nous avons commencé la campagne, l'ouverture de la campagne, c'était à Boisflé, au centre du pays. Et nous avons par la suite déployé tous ceux qui sont chargés d'aller dans les différentes localités, qui sont allés sur le terrain, pour expliquer, pour présenter le programme de gouvernement au peuple ivoirien. Et nous sommes vraiment très contents parce que les Ivoiriens nous ont fait savoir qu'ils aspirent au changement. Et nous pensons qu'au travers de notre programme de gouvernement, nous pensons véritablement que les Ivoiriens vont opter pour le changement. Bien. C'est ce que nous pouvons retenir, c'est ce que nous avons à dire. Monsieur Eric Noba, représentant du candidat Jean-Louis Billon, quel regard vous portez sur ces 2 semaines de campagne présidentielle? Merci. Moi, avant de me prononcer sur la campagne à proprement dite, vous savez, il y a eu malheureusement des choses qui se sont passées, qui ont émaillé, on va dire, qui ont endeuillé le peuple. Hein, et si vous permettez, j'aimerais qu'on observe 1 minute de silence pour ces morts qu'il y a eu pendant cette élection, si vous permettez. Bien, merci. On peut aller. Alors, il faut dire que la campagne en elle-même s'est bien déroulée pour le candidat Jean-Louis Billon. Nous avons démarré dans la commune de Marcory. Pour nous, c'était une campagne de restitution, d'accord? Parce que bien avant la campagne à proprement dite, le candidat Jean-Louis Billon a sillonné les villes et communes de Côte d'Ivoire pour s'enquérir des préoccupations des populations. Donc, c'était le moment pour lui de restituer éventuellement toutes les préoccupations avec les solutions qu'il propose et à travers les 5 piliers de son programme qui sont la souveraineté économique, le capital humain, la cohésion sociale, le développement des territoires, la gouvernance. Et ce sont ces éléments-là qui sont importants pour la population et pour nous, dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé. Bien. Eric Dowo, votre lecture de ces 2 semaines de campagne? Je pense qu'il faut regarder
par rapport au point de vue de chacun. Je peux commencer déjà par les médias. J'ai estimé que tel que la campagne s'est déroulée, c'est plutôt bien déroulé. La plupart des candidats ont emmené des représentants, même si parfois ça semblait un peu laborieux pour vous d'obtenir des réponses ou d'obtenir en tout cas des personnalités de haut rang pour justement venir débattre sur les plateaux. Je tiens à dire aussi que les médias ont eu quelques difficultés avec les directives de la ACA qui étaient assez contraignantes et qui n'avaient pas vraiment pour moi comme volonté d'ouvrir le débat et de faciliter le débat entre les différents candidats. Bon, ça a été fait, c'est terminé. Au niveau des candidats, on peut dire que tout s'est bien passé. Je n'ai pas vu de censure par rapport au discours que les uns et les autres ont pu avoir sur les plateaux de télé ou dans les meetings qu'ils ont pu animer. Personne n'a été interdit d'arriver dans une localité. Donc, je pense que c'est quelque chose pour lequel on peut... Il y a eu des cas où des candidats, des délégations ont été interdites d'avoir accès à certaines localités, dont même le candidat Jean-Luc Bion a coûté. Avait des difficultés à couper, avait des difficultés à avoir accès à une localité. Je n'avais pas eu cette Mais information. là, c'est rétabli 2 heures plus tard par les forces de l'ordre. Ça n'a pas, on ne va pas défrayer la chronique au point que ça arrive à mes oreilles. Après, ce sont des incidents qui sont inhérents à comment on appelle ça, toute dynamique électorale et tout ça. Mais bon, je veux dire, ce n'est pas de nature forcément à entacher. Mais ce sont des choses qu'il faut pouvoir élever. Bien. Et au niveau du RHDP, est-ce qu'il y a eu des difficultés à ce niveau-là, des meetings empêchés ou des délégations qui ont été empêchées d'avoir accès à des localités? Non, nos délégations sont allées partout. C'est vrai qu'on a constaté par endroits des voies qui ont été barrées, mais je voudrais dire que ce n'était pas la volonté, en tout cas de tous ceux qui sont candidats, d'empêcher un adversaire d'aller dans tel ou tel endroit. Bon, vous connaissez un peu l'atmosphère dans laquelle tout ça se passe, mais comme l'a dit monsieur Éric Noba, je pense qu'on peut considérer que ce sont des situations marginales qui n'ont pas un impact significatif sur la campagne, donc de manière générale. Bien. Alors, après, si vous permettez aussi, il y a aussi la CEI qui a attiré l'attention sur l'utilisation des moyens de l'État, surtout pour la campagne. Bon, malheureusement, ce sont des informations qu'on a pu voir aussi sur la toile et autres, l'utilisation des moyens de l'État pour les campagnes, malheureusement, qui est par le pouvoir en place. Et donc, ce sont des choses aussi qu'il faut pouvoir relever, qui ne favorisent pas une certaine équitabilité de l'action, surtout pour les candidats. Bien. Voilà. Alors, Éric Do, j'ai une question. Vous qui êtes observateur, qui avez suivi cette campagne présidentielle qui prend fin aujourd'hui à minuit, quelle est votre lecture des différents messages des candidats ou des cadres des différents partis qui sont en compétition? Bon, je vais quand même terminer au moins ce que j'avais su m'alancer tout à l'heure. Ça me permet de répondre aussi à la question, parce que du point de vue des électeurs, nous en se mettant en tant qu'électeurs, déjà, on a trouvé que c'était un peu tardif, la sortie des projets de société et des propositions des différents candidats. Ensuite, lorsque, on va dire, on s'est penché sur ces différents projets de société, on s'est rendu compte que pour certains, c'était un peu laborieux, justement, cet exercice. On a eu très peu de débats de fond techniques, puisque ce qui a été proposé, c'est surtout des projets de société, non pas des programmes. Donc, c'était très difficile pour certains d'arriver à chiffrer leurs mesures, ou en tout cas de nous donner sur 1 an ou 2 ans, ou sur les 3 premières années, comment allaient s'articuler les différentes mesures. Donc oui, en dehors de la propagande classique de présenter son candidat, de donner 2-3 mesures phares, le débat en lui-même était un petit peu pauvre, en tout cas de ce que j'en retire quand j'ai regardé vraiment tout ce qui s'est passé pendant ces deux semaines. Ensuite, une chose intéressante que disait M. Noba tout à l'heure, ce sont justement, nous, du point de vue maintenant des observateurs, des journalistes, des analystes de la vie politique, ce qu'on a observé aussi, c'était justement certaines dérives très, très graves en réalité, mais qui passent assez inaperçues parce que justement, le temps étant tellement court, on court un peu partout, donc on a du mal à relever ces choses-là, notamment dans le camp du parti au pouvoir. Il y a eu, par exemple, toute cette période
de dons des chefs traditionnels, je crois récemment, c'est le district qui a offert des dons encore aux chefs traditionnels, leur utilisation dans les différentes cérémonies, alors qu'il y a une ordonnance signée par le président Alassane Ouattara lui-même qui justement encadrait ces questions de dons à des autorités publiques et tout ça. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on n'a pas eu le temps encore d'expliquer aux populations. Mais voilà, vu que la campagne s'est passée assez paisiblement, on s'est dit qu'il ne fallait pas forcément trop appuyer sur le sujet, mais j'embraye dans ce que disait M. Noba tout à l'heure, ça allait d'être de petites choses. Voilà, un candidat qui est empêché dans un village, on se dit, bon, c'est juste un élément, mais il faut que notre démocratie soit de plus en plus exemplaire. Donc, il faut qu'on soit aussi plus regardant sur ces choses-là, même si ça peut paraître comme des points de détail. Bien. M. Doumbia, vous aurez la parole pour répondre à ce qui concerne le RHDP sur ce point. Mais avant, Monsieur Dr Kouadia, j'ai une question pour vous. Est-ce que partout où vous passez, ou Simone Yves Gbagbo passe, vous estimez que le message qu'elle donne aux populations, aux futurs électeurs, ce message-là passe? Nous pensons que le message il passe très bien, parce que nous connaissons déjà la réalité, ce que vivent les Ivoiriens et l'attente des Ivoiriens, notamment sur le changement de tout ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire. Nous savons que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui prend beaucoup d'engagements, mais qui ne les respecte pas, notamment dans plusieurs domaines. Quand on passe au niveau de l'éducation, par la corruption et autres, il y a tous ces problèmes que la population révèle. Donc c'est sur ce volet-là que nous avons travaillé. Et nous pensons également que la population a très bien compris le message que nous avons véhiculé. C'est ce que nous pensons. Bien. Monsieur Doumbia. Oui. Bien, bon, je m'inscris en faux sur certaines accusations, notamment quand on parle d'utilisation des moyens de l'État, je ne sais pas de quoi il s'agit. Si ce sont les forces de défense et de sécurité, il faut dire que tous les candidats bénéficient donc de la protection de l'État. Maintenant, pour ce qui concerne le chef de l'État, il y a le privilège du sortant, qu'il faut le reconnaître parce qu'il est en même temps candidat et président de la République. Donc, ce qui fait que sa sécurité est particulière par rapport aux autres. Mais en dehors de cela, le RHDP est un parti qui a toujours préparé les élections. Nous savons que les élections, à quelle date les élections présidentielles vont se dérouler. Donc lorsqu'on sort d'une élection, nous commençons à préparer l'élection suivante. Donc, si c'est vrai, les adversaires peuvent se sentir un peu submergés. Bon, c'est la réalité, mais cela ne veut pas dire que le RHDP utilise donc les moyens de l'État. Donc, c'est cela que je voulais juste dire. Et puis, bon, pour le reste, dire que vraiment, je trouve que l'ambiance était bien parce que ce qu'on n'a pas souligné, c'est le discours des différentes équipes de campagne. C'était donc des discours apaisés, des discours civilisés, basés sur le programme, sur les critiques du bilan du RHDP. Bon, bien que ces critiques ne soient pas toujours bien fondées parce que ce que le RHDP a fait en 15 ans est extrêmement important et extraordinaire. Et ce qui traduit l'adhésion des populations ivoiriennes au projet du RHDP, ce qui traduit l'attachement des Ivoiriens à la personne de notre candidat, le président Alassane Ouattara. Et cela se traduit dans la ferveur que vous voyez partout où nos équipes de campagne se retrouvent. Bien. Alors, je vais tous vous poser la même question et on va terminer avec Éric Dohou sur cette question. Lorsque vos différents états-majors se sont rendus dans les différentes localités, quelle est, sinon, la priorité première des populations ivoiriennes quand vos leaders donnent des discours, quand vous écoutez les populations? On commence par vous. Oui, il faut dire que les populations aujourd'hui ont besoin d'un réel changement. D'accord? Mais à quel niveau? Oui, à tous les niveaux, parce que l'Ivoirien aujourd'hui a besoin d'être protégé. L'Ivoirien aujourd'hui a besoin d'aller dans un centre hospitalier et bénéficier de tous les soins convenablement. L'Ivoirien aujourd'hui a besoin d'une école de référence pour son enfant. L'Ivoirien aujourd'hui a besoin d'être encadré sur le côté emploi. Voyez? Et ce sont ces éléments-là que Jean-Louis Bion apporte comme solution. Vous voyez, quand on parle de souveraineté économique, c'est de permettre à ce que notre économie soit forte pour les Ivoiriens. Quand on parle de capital humain, c'est de permettre à ce que nos Ivoiriens soient formés
bénéficient des moyens matériels dans les différents centres hospitaliers. Et au niveau de l'éducation, il ne s'agit pas de construire 1001 écoles, mais de mettre à la disposition des Ivoiriens des personnes qui ont la qualité pour donner un bon enseignement aux élèves. Parce qu'un père aujourd'hui qui met son enfant à l'école, s'il n'a pas les moyens, il ne peut pas le mettre dans une école privée. Donc quand il se retourne vers l'école publique, malheureusement, quand on entre dans une classe où il y a plus de 60 élèves pour les classes primaires, je vous dis que l'enseignement qu'on délivre, on ne peut pas s'attendre à avoir, on ne peut pas planter des oranges et puis avoir des mangues. Bien. Voilà. Dr Kwadja. Je vous remercie. Ce que je peux dire d'abord, en revenant un peu sur le propos de notre collaborateur qui a fait savoir que le RHDP a un bilan qui attire, j'aimerais le faire savoir qu'il y a ce qu'on dit et il y a la réalité. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la corruption. Le RHDP n'a pas été capable de trouver une solution pour les Ivoiriens en ce qui concerne la corruption. C'est un échec. Le problème du social, le RHDP n'a pas été capable de trouver une solution au niveau des problèmes des Ivoiriens qui parlent de la cherté de la vie, qui parlent des factures, qui parlent des problèmes de logement. Donc le RHDP n'est pas venu dire qu'ils ont un bilan exemplaire, qu'on soit réaliste. Lorsqu'on passe au niveau de l'éducation, aujourd'hui nous avons le phénomène de 3000 docteurs non recrutés qui parlent un peu partout. C'est plus nouveau, hein? Nous sommes tous conscients de cela. Mais le RHDP n'a pas trouvé une solution pour ces personnes-là. Après 15 années de gestion. On dit toujours que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais récemment, en août, le rapport du programme alimentaire mondial a fait savoir qu'en Côte d'Ivoire, ici, la plupart des paysans, des agriculteurs vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est une réalité. Ça existe en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui également, au niveau de l'éducation, il y a des établissements à Abidjan ici. L'an passé, on a vu une réalité où il y avait des classes. Où alors, la liste est longue. Oui. Est-ce que quand vous êtes allé vers les populations, oui, c'est ce que ces dernières ont fait ressortir? C'est ce que la population a fait savoir. La population a mentionné tous ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons travaillé, nous avons des solutions pour la population, nous les avons proposées. Donc nous pensons bien que c'est à la population de juger le travail. Ce n'est pas au RHDP lui-même qui va s'auto-juger, mais c'est à la population de juger son travail. Alors, on repense donc ce 25 octobre dans les urnes. Monsieur Brahima Doumbia, lorsque le RHDP part vers les populations, est-ce que vous entendez des discours « tout va bien, tout va bien » ? Non, nous sommes conscients qu'il y a des choses à faire. Dans aucun pays du monde, on pourra dire que tout va bien, tout va pour le mieux. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Russie, en Chine, il y a des insatisfactions. Et quelles sont les véritables préoccupations que vous avez pu noter? Mais notez d'abord, on doit savoir qu'on va de quelque part pour arriver quelque part. Lorsqu'on parle du social, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on appelle le social. Parce que quand on fait des hôpitaux, qu'on rapproche les hôpitaux des populations, c'est du social. Quand on recrute des enseignants et qu'on construit des classes, c'est également du social. Quand on fait des pompes villageoises pour que les gens puissent avoir l'eau potable, c'est du social. Donc, dit qu'il n'y a pas de social, je m'inscris en faux. Même quand on fait des filets sociaux pour les populations les plus vulnérables, c'est du social. Donc, quand on met en place la CMU, même si ce n'est pas parfait, mais au moins, nous sommes en marche, c'est également du social. Donc, dans le social, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais peut-être que vous voyez le social sur le côté où on peut sortir de l'argent pour donner à quelqu'un, mais un État n'est pas organisé comme ça. Un État organisé, ce sont des institutions. Et puis, pour les autres domaines, mais on parle de nombre de classes. Vous parlez de 40 personnes par classe, et puis, bon, vous estimez que construire des classes, ce n'est pas suffisant. Mais si vous ne construisez pas des classes, vous verrez que les effectifs seront encore plus élevés. Je suis d'accord qu'il ne suffit pas de construire des classes, qu'il ne suffit pas de construire des hôpitaux. Mais tout cela est adressé. On construit des classes, mais on recrute aussi des enseignants. On construit des hôpitaux, mais on recrute également du personnel de santé. Ce n'est pas par un décret, c'est par un travail de tous les jours que tout cela est comblé. Donc aujourd'hui, quand nous allons vers les populations disent, ce que vous avez fait, c'est bien, mais il faut aller plus loin.
Et c'est à cela que nous nous attelons. Il faut aller plus loin pour consolider la paix, pour consolider la cohésion nationale, la stabilité du pays. Il faut aller plus loin pour que le capital humain soit de qualité. Donc renforcer le système éducatif, aussi bien dans le primaire, le secondaire et le supérieur. Et vous voyez tous les efforts, tous les investissements qui ont été faits par le RHDP, et ces investissements vont se poursuivre. Il faut aller plus loin en développant les infrastructures et en mettant en place des pôles économiques régionaux. Ça, ce sont des demandes des populations. Il faut aller plus loin pour que nous ayons une agriculture plus productive, plus créatrice de revenus. Il faut aller plus loin en allant vers la transformation de nos matières premières sur place pour que non seulement nous ayons une plus grande valeur ajoutée, mais que nous puissions entretenir l'emploi ici. Parce que exporter des matières brutes, exporter de la matière première, c'est entretenir l'emploi dans les pays importateurs. Bien. Mais il faut, aujourd'hui, les gens nous demandent d'aller plus loin en créant les conditions de la transformation de nos matières premières ici en Côte d'Ivoire. Monsieur Brahima Doumbia. Alors, Eric Dou, vous avez lu les différents programmes de société des candidats. Il y a la question du social qui importe beaucoup pour la population ivoirienne, surtout les électeurs. Est-ce que vous estimez, selon votre lecture des différents programmes, que le social a été traité avec des solutions réalistes? D'accord. Oui, effectivement, tous les candidats ont bien compris que la question du social était importante et qu'ils devaient forcément y répondre. Mais déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que chaque homme politique qui s'est présenté à cette élection savait qu'il ne pouvait pas avoir une réponse unique pour tous les corps de la société. Donc, en réalité, les attentes sont différentes en fonction des régions, en fonction des corps sociaux. Vous allez prendre par exemple la ruralité, ils vont surtout regarder qu'est-ce que les candidats proposent en termes d'investissement sur l'agriculture ou de prêts, de financement pour des activités qui génèrent des revenus. Si vous allez au niveau des zones urbaines, les gens sont plutôt intéressés par des questions de transport, des questions de logement. D'ailleurs, ça m'a paru assez curieux de voir que dans justement ces questions qui intéressent les zones urbaines, qu'on n'a pas beaucoup parlé de logement, surtout de l'ACD, puisque c'était un thème qui a vraiment, j'aurais même pu dire que c'est le thème de l'année 2025, avec justement une affaire juridique qui avait défrayé la chronique. Mais voilà, le thème du foncier, de l'ACD, n'a pas vraiment pris autant de place que j'aurais cru dans le débat pendant ces 2 semaines. Il y a eu par exemple la question du vivrier et de la lutte contre la cherté de la vie, que je n'ai pas beaucoup entendu aussi dans cette campagne. Il y a eu beaucoup d'annonces, notamment sur les questions d'infrastructure. Quand on s'adresse aux jeunes, effectivement, il faut penser notamment à l'emploi. Sur les questions d'emploi, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de promesses ont été faites, mais il y a eu très peu de pédagogie justement sur la manière dont les emplois vont être créés. Il y a surtout des vœux pieux qui ont été présentés et qui, malheureusement, nous-mêmes ne nous permettent pas aujourd'hui de nous assurer que chacun des candidats, si jamais il accède à la présidence, saura justement comment créer ces emplois, puisque ces mêmes promesses nous ont été faites il y a plusieurs années et qui n'ont pas forcément abouti au même résultat. Au niveau des parents, c'est surtout la question de l'éducation qui a été beaucoup soulevée par la plupart des candidats, quasiment tous. Bien évidemment, malheureusement, je trouve qu'ils ont été un peu dans la facilité, les uns et les autres. Le parti au pouvoir, bien évidemment, a axé son programme sur le volet quantitatif de l'éducation. Et comme les autres candidats savaient que c'était un des points que le parti au pouvoir allait mettre le plus en avant, ils ont embrayé sur la même chose. On a parlé de construction de collèges, d'écoles. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de débats sur la qualité même de l'éducation nationale, de ce que ça produit aujourd'hui comme élèves, comme étudiants, comme futurs travailleurs. Ça, c'était assez dommage. Ensuite, on n'a pas parlé de drogue aussi pendant cette campagne, de lutte contre la drogue, alors que c'est un des fléaux qui mine notre jeunesse. Si on regarde aussi en termes de gouvernance, ce qui a été dit sur la démocratie, sur
les institutions, comment ça va être créé, à part justement des personnes qui vont nous créer de nouvelles institutions. Pour certains, ça va être une sorte je sais pas comment dire, de réunion d'anciens, je ne sais plus lequel des candidats, ça m'échappe, mais qui avait prévu de créer un organe avec des anciens qui allaient décider et aider tout le monde à régler les problèmes. On a aussi la corruption, dont on a très peu parlé. Le chiffre de 1400 milliards de francs CFA qui disparaissent malheureusement ou qui échappent à l'État du fait de la corruption. On n'a pas eu beaucoup de débats sur la question. Et sur la justice aussi, j'ai trouvé que sur le sujet de la justice, peut-être dernièrement, il y a eu 2-3 publications de certains candidats sur le sujet. Mais je trouve aussi qu'en termes de justice, on n'a pas justement fait beaucoup dans le débat. En tout cas, pour dire aux Ivoiriens comment les choses vont se passer. Il y a eu des propositions, notamment sur tout ce qui était commercial, donc droit commercial, avec des tribunaux de commerce, justement, aider dans le volet économique. Mais sur la justice en elle-même, faciliter la capacité pour les citoyens d'avoir accès à des avocats moins chers, cette question des concours d'avocats, du CAPA et tout ça, ça n'a pas été vraiment débattu. Mais bon, bien. La campagne est surtout folklorique aujourd'hui et malheureusement, on ne rentre pas dans les sujets vraiment en détail, comme nous on voudrait en tout cas. Bien, merci Eric Dou. On va commencer par Eric Noba. On va permettre à tous les représentants des candidats sur ce plateau de pouvoir se prononcer sur votre analyse, que vous estimez que certains sujets très essentiels, très importants, n'ont pas été abordés au cours de cette campagne présidentielle, n'ont pas assez fait objet de débat. Allez-y, monsieur Noba. Moi, je pense très sincèrement que le président Jean-Luc Billon, malgré le peu de temps que nous avons eu pour la campagne, auprès des populations, s'est étalé sur certains sujets. Monsieur Eric a parlé de justice. Vous savez, quand on parle de souveraineté économique et donner la place au privé pour une croissance de notre pays, naturellement, ces éléments-là vont avec une justice qui permet de pouvoir quadriller tout ça. Donc ces éléments-là ont été étayés par le candidat Jean-Luc Billon. Et quand on parle aussi du développement des territoires, il en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui, nous, c'est donner la possibilité à chaque localité de pouvoir créer de la valeur. Vous voyez qu'il y a un exode rural des populations qui quittent l'intérieur du pays vers Abidjan. Pour eux, c'est l'Eldorado. Malheureusement, il faut permettre à ces populations-là de bénéficier déjà des commodités qui leur permettent de pouvoir rester chez elles et développer leur contrée. Et ça, ce sont ces éléments-là que le candidat Jean-Luc Billon a développé. Au niveau de la gouvernance, tout à l'heure, M. Eric a parlé des 1400 milliards. Hein. Vous savez, les 1400 milliards représentent 22% de notre budget. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme pour un pays qui se dit émergent. On ne peut pas accepter qu'il y ait autant pour la corruption. Ce n'est pas normal. Et pour régler ce problème-là, nous, on part sur un modèle, je vais peut-être vous expliquer un peu, sur le modèle de Singapour, qui est un exemple en termes de gestion. Vous voyez, à Singapour, vous avez des administrés qui, non seulement sont objectivés sur la gestion des ressources, et qui sont motivés si les ressources ne sont pas totalement utilisées. Parce qu'aujourd'hui, quand on donne un budget de 20 milliards à un ministre ou à un directeur général, pour lui, il faut absolument utiliser ces 20 milliards, mais les utiliser comment ? Vous voyez, les résultats sont là. Bien. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'avoir autant d'éléments de corruption qui il faut stopper la corruption et aussi noter que la Côte d'Ivoire a évolué, elle a progressé voilà, en termes de lutte contre la corruption selon l'indice de corruption IPC 2024. Alors, M. Brahima Doumbia, réaction sur la lecture d'Eric Dou, qui estime par exemple que la question du foncier n'a pas été vraiment traitée par les candidats lors des différents débats, lors des différents meetings. Il y a également surtout la question de la lutte contre la cherté de la vie, tout ça. Bon, je pense que... On a tous le RHDP d'être plus dans la continuité que dans les perspectives. Dans les débats, les questions n'ont pas porté sur ces sujets. Mais ce sont des sujets qui sont présents dans notre programme de gouvernement. Quand vous prenez le pilier, parce que tout à l'heure vous avez parlé de la justice, quand vous prenez le pilier 6 du programme du gouvernement, donc, il s'agit donc de promouvoir la bonne gouvernance et une administration publique
performante. Et dans les déclinaisons, nous allons bâtir une administration publique moderne, efficace, professionnelle. Renforcer l'état des droits et rendre le système judiciaire plus moderne et plus accessible à la population. Donc ce sont des choses, ce sont des déclinaisons de nos programmes de gouvernement. Et avec la mise en œuvre, donc on aura des mesures concrètes à partir donc des réformes qui vont être entreprises dans les années qui viennent. Donc ce sont des sujets qui nous préoccupent. C'est vrai, ça n'a pas fait l'objet des débats parce que bon, les débats ont porté sur d'autres sujets, mais ce sont des sujets qui sont pris en compte dans le programme de gouvernement donc, du président du RHDP. Il y a le foncier, candidat. Tout ça Oui, le foncier, la lutte contre la corruption. Vous voyez, il y a beaucoup de mesures qui ont été déjà prises. Il y a des institutions qui ont été mises en place, notamment, comme on appelle, l'autorité... La haute autorité pour la bonne gouvernance. Pour la bonne gouvernance. Vous avez que certains la cour, jugent de moins efficace. La cour des comptes. Donc, tout ça, ce sont des moyens de lutte contre la corruption. Si des chiffres sont annoncés aujourd'hui, c'est parce que ces institutions font leur travail et à partir de leur travail, il y a des mesures qui sont prises pour aller vers l'éradication donc, de ces pratiques. Ce sont des mesures qui sont en cours, qui sont en œuvre. Ça ne finit pas du jour au lendemain parce que ce sont des pratiques. Tout le monde doit se mettre ensemble. Ce n'est pas seulement une affaire de l'administration, mais c'est l'affaire de toutes les populations, de tous les citoyens. Chacun doit dénoncer là où il a connaissance de la corruption. C'est en mettant tous ensemble qu'on pourra arriver à des résultats. Mais pour l'heure, le régime RHDP a pris donc des mesures pour lutter contre la corruption. Et ces mesures se poursuivent. Nous sommes conscients qu'il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi que nous proposons de nouvelles mesures donc, aux populations. Et les Ivoiriens ont très bien compris que les efforts que nous avons faits sont des efforts encouragés et que donc il faut poursuivre avec le RHDP. Bien, docteur Kouadia, et à votre niveau, ces questions qui semblent ne pas être assez abordées par votre candidate. Bon, je crois bien que M. Éric Dohou n'a pas pris totalement le temps pour bien prendre la connaissance de nos programmes de gouvernement. Tout ce qu'il dit est mentionné dans les programmes de gouvernement. Quand tu prends de l'engagement 1 jusqu'à l'engagement numéro 7. Au niveau de question du foncier, nous avons décidé de créer la haute autorité du foncier qui sera une institution totalement indépendante, directement rattachée à la présidence et qui aura les moyens pour mener les enquêtes et remédier tous les problèmes qui sont liés au foncier. C'est ce que nous allons faire. Au niveau de la corruption, nous savons qu'il y a des institutions qui existent, mais si ces institutions n'arrivent pas à faire leur travail efficacement, c'est qu'il y a des problèmes. Ces problèmes, nous allons les relever et y trouver des solutions. Et également, nous allons inscrire dans la Constitution ivoirienne que désormais, un citoyen ivoirien qui va détourner une somme à partir de 50 millions sera considéré comme un crime et la personne sera traitée en tant que telle. Parce qu'en réalité, sans cela, on voit que les gens jouent avec les biens de l'État, alors que lorsqu'on va à l'intérieur du pays, il y a des populations qui vivent dans des conditions très misérables. Et c'est pour apporter des solutions qu'on va renforcer le système administratif afin de renforcer la lutte contre la corruption. Au niveau de l'éducation, donc, il a mentionné, nous avons dit nous allons faire l'état général du système éducatif ivoirien pour situer, pour chercher les solutions aux différents problèmes. Nous avons décidé, nous allons réformer le système éducatif ivoirien afin que ce système soit en adéquation avec le besoin du marché pour trouver des solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire. Au niveau du problème de cherté de la vie, en réalité, ce qui fait que les choses sont beaucoup chères en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement de ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici. Et dans un premier temps, et aussi, dans un second temps, au niveau des importations, l'État dépense beaucoup de moyens pour importer. Donc, pour répondre à ce problème, nous allons créer 24 pôles agro-pastoraux sur les 12 districts de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de pouvoir produire en grande quantité et baisser les coûts. Au niveau du logement, qu'est-ce que nous allons faire? Le MJC dit, une fois qu'on arrive au pouvoir, on va mener des enquêtes pour fixer les montants. D'abord, pour pouvoir régler ce problème, nous allons chercher à réduire le prix des ciments, de tous les matériaux nécessaires qu'on utilise dans la construction et par la suite prendre des résolutions afin de baisser le coût de logement. Aussi, nous avons prévu de construire des cités vertes en Côte d'Ivoire. Dans
d'Abidjan, nous avons prévu de faire construction d'un logement social de 150 000 logements sociaux. L'objectif, c'est de pouvoir loger des Ivoiriens à moins coût. Ce que nous voulons faire, ce n'est pas pour vendre comme ce qu'on a l'habitude de voir en Côte d'Ivoire, mais c'est pour loger directement des citoyens ivoiriens à des prix très favorables. C'est ce que le MGC va faire. Voilà, donc il y a déjà plusieurs engagements qu'on a pris comme ça pour répondre aux problèmes des Ivoiriens. Je pense bien que si M. Eric prend le temps pour regarder en profondeur le programme de gouvernement, toutes les réponses sont à l'intérieur. Donc c'est ce que je voulais dire. Bien, on pourra y développer davantage si on nous accorde le temps. Merci, Dr Kouadia. Malheureusement, nous sommes au terme de la première partie d'émission. On marque une courte pause, on revient juste après la réclame publicitaire pour la suite de cette émission consacrée au bilan de la campagne présidentielle 2025. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse de l'actualité du lundi au jeudi à partir de 19h30 sur Reflet TV. Depuis 2 semaines, nous avons une émission spéciale présidentielle. Éric Dohou, question pour vous. Est-ce que Henriette Lagou a pu faire entendre sa voix dans le débat public? Et puis le candidat Awa Domelo, en tant qu'indépendant, est-ce qu'il a trouvé un espace politique crédible dans cette élection? Pour ces deux candidats, commençons déjà par la candidate Henriette Lagou. Moi, personnellement, je n'étais pas très satisfait de son début de campagne, depuis justement sa candidature. Permettez de vous interrompre. Malheureusement, au cours de cette émission spéciale présidentielle, durant ces 2 semaines, nous avons, des semaines avant, invité tous les états-majors des candidats. Dans aucune des émissions, la candidate a pu se faire représenter, bien que nous ayons des contacts avec ces équipes. Donc voilà, on en avait parlé dès l'annonce de la liste définitive. Il y avait une sensation d'impréparation. On le pensait pour tous les candidats. Après, tous les autres candidats d'opposition se sont très rapidement mis au boulot, sauf que du côté de Mme Lagou, ça a été très laborieux. Et la quasi, je ne dirais pas la totalité, mais en tout cas une grande partie des personnes qui se sont présentées sur des plateaux de télé en son nom n'ont pas forcément marqué les Ivoiriens au point d'en faire peut-être le challenger le plus en vue de cette élection. Concernant le candidat Awa Domelo, je pense que les Ivoiriens ont découvert quelqu'un qui a la carrure d'un président de la République, malheureusement peut-être était sous l'éteignoir dans son parti, et qu'il a réussi justement au dernier moment à se mettre en avant et à présenter des propositions intéressantes, très très intéressantes même, du point de vue de la souveraineté économique et monétaire et sur d'autres sujets. Et sur les plateaux, effectivement, les représentants qui venaient au nom du candidat Awa Domelo étaient quand même assez préparés et convaincants. Donc, moi, personnellement, j'étais très content. Justement, je me suis dit, voilà, l'élection qu'on nous a vendue, qui était peut-être juste un passage obligé, était devenu vraiment intéressant jour après jour, et on a pris beaucoup de plaisir, en tout cas, sur ce candidat aussi, à voir ce qu'il proposait. Bien. La prochaine question, on démarre par vous. Est-ce que le candidat Jean-Luc Bion a-t-il réussi à imposer l'idée d'un renouveau générationnel qu'il prône tant? C'est à moi ou On commence par lui. Allez-y. Bon, à ce niveau-là, je vais tout simplement dire que la vie politique n'est pas une histoire d'idéologie générationnelle. C'est une question de vision. Alors, quelle que soit la vision, une fois que la vision est de faire développer son pays, d'apporter tout ce qu'il faut pour que la population ait des conditions de vie favorables, on ne peut pas parler de génération à ce niveau-là. Donc, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que cette hypothèse n'est pas vraiment passée au sein de la population ivoirienne. La preuve en est que le candidat même du RADP est de l'ancienne génération. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Bien. Monsieur Brahima Doumbia, est-ce que pour vous, Jean-Luc Bion a pu imposer cette idée de renouveau générationnel qu'il prône tant? Bon, le 25, on va voir. Mais sinon, je suis d'accord avec Monsieur Kouadia. Monsieur Kouadia. Les Ivoiriens, dans leur ensemble, sont plutôt convaincus par le vécu. Ils regardent les acteurs politiques, ils regardent ce qu'ils sont capables de faire, et en ce moment, ils adhèrent à leur vision. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui me prime plus, c'est ce que les Ivoiriens attendent
des hommes politiques en termes d'action pour améliorer leurs conditions de vie, pour créer les conditions pour qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes et réaliser leurs rêves. Qu'on soit jeune ou qu'on soit de l'ancienne génération, il faut être porteur d'un projet auquel les populations croient. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai et c'est ce que je ressens quand je suis avec les populations. Et Éric Dohou, avant le représentant du candidat Jean-Louis Billon, allez-y, la même question. Oui, pour le candidat Jean-Louis Billon, c'est pareil avec le candidat Ouadon Melo. Ils ont démontré, hein, bon après Jean-Louis Billon, on le savait déjà, puisqu'il avait commencé déjà bien en amont des autres candidats à se mettre en avant. Et voilà, il avait une équipe qui travaillait avec lui. Qui misait assez sur la jeunesse. Oui, mais est-ce qu'il a réussi à s'imposer? C'est là la question. En tout cas, de tous les représentants que moi j'ai vus qui sont arrivés sur les plateaux au nom de Jean-Louis Billon, il y a eu des jeunes, des moins jeunes. Parce que moi, quand je dis jeunes, je m'en tiens à la définition. Hein, c'est 35 ans maximum. Voilà, il y a eu des jeunes, des moins jeunes. Mais dans l'ensemble, voilà, on sent que les représentants comprennent là où veut aller leur candidat. Ils ne sont pas simplement là pour truc. Après, je voudrais juste mentionner quelque chose. Tout à l'heure, la réponse à la question a paru surprendre M. Noba. Qu'on pose la question à un candidat de savoir qu'est-ce qu'il pense de son candidat à lui. En fait, ça me fait penser que durant cette campagne, j'ai très peu vu d'invectives entre les candidats. Chacun était dans son couloir, personne ne faisait de remarques sur les propositions de l'autre, ou alors très peu. Du coup, la campagne est passée vraiment très rapidement sans qu'on ait eu vraiment d'adversité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se dire, voici les deux principaux candidats qui vont s'écharper jusqu'à la fin. Chacun est resté vraiment dans son truc. Bon, évidemment, on n'a pas eu de débat aussi entre les candidats eux-mêmes. On en a eu entre les différents représentants. Mais en règle générale, sur les plateaux, les représentants restaient surtout dans leurs propositions, sans vraiment attaquer les propositions de l'autre. Et c'était... je l'observais ici tout à l'heure quand justement on a posé la question sur Jean-Louis Billon à d'autres. Bien, M. Noba, maintenant, vous avez la parole. Oui, d'abord, permettez-moi de revenir sur le problème du foncier. C'est très important parce on n'a pas assez de temps. Oui, je vous accorde rapidement 45 secondes seulement. Pas de problème. Il faut dire que le candidat Jean-Louis Billon est l'une des personnalités politiques qui a toujours attiré l'attention de l'État sur le problème du foncier. D'autant plus que les déguerpissements, malheureusement, ont créé de l'émoi chez les populations. Et Jean-Louis Billon vient avec une solution qui est très importante, les journées nationales du foncier, pour permettre à chaque population, quelle qu'en soit sa contrée, de s'exprimer sur les problèmes qui minent le foncier dans sa localité, afin que les solutions soient trouvées une bonne fois pour toutes et permettre aux Ivoiriens de pouvoir bénéficier de leurs terres et de pouvoir en jouir réellement. Concernant la question que vous avez posée, bien entendu, quand on parle de renouveau générationnel, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous parce qu'à un moment donné, pendant 30 années, je dirais même 35 ans, on a une classe politique qui a gouverné. Il y a eu Laurent Gbagbo, il y a eu Henri Konan Bédié, il y a aujourd'hui le président Alassane Ouattara. 15 années de gouvernance. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, oui, donnez-nous 5 ans pour permettre encore d'apporter du nouveau à la population ivoirienne. La population ivoirienne ne demande qu'un sang nouveau qui va insuffler une dynamique. 70% de la population est jeune. Bon, c'est vrai qu'il a dit 35 ans. Bon, nous, on se considère jeunes, hein, d'autant plus qu'on est là pour apporter cette dynamique que le candidat Jean-Louis Billon insuffle à toute la jeunesse. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça s'impose à nous, à travers les solutions qu'il propose pour la jeunesse, la formation, d'abord l'éducation, la santé, la cohésion sociale et tous ces éléments-là, on a besoin d'un sang neuf pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Bien. Alors, prochaine question, c'est bien sûr votre regard. Comment vous analysez la stratégie du candidat du RHDP, le président Ouattara, souvent axée sur la continuité et le bilan? On commence par vous, Dr Kouadia. Je pense bien que dans un pays, dans un État, il y a les lois et chaque citoyen est obligé de respecter ces lois. En Côte d'Ivoire, on dit le nombre de mandats se limite qu'à 2. Donc déjà,
le président Alassane Ouattara, en faisant troisième mandat, on ne fera pas ce débat parce que... Non, mais vous m'avez posé une question, je veux quitter le Vous allez continuer, mais une chose est sûre, sur ce plateau, vous n'allez pas vous entendre tant qu'il y a un représentant du RHDP et vous. Donc, on va vraiment laisser ce débat sur est-ce qu'il peut faire un quatrième ou un deuxième mandat de la Troisième République. On va répondre à la question. D'accord. Je pense bien que le président Alassane Ouattara ne peut plus faire un quatrième mandat. Il est éligible. Je sais qu'il est éligible. Bien. À l'instant où la Constitution a déjà validé son dossier, c'est qu'il est éligible. Votre candidate Simone Yves Gbagbo a dit que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. C'est ce que je suis en train de dire. On va progresser sur ce n'est pas le débat. Le Conseil constitutionnel a validé le dossier du président Alassane Ouattara. Donc, et Simone Gbagbo. Oui. Vous m'avez posé la question sur le président Alassane Ouattara. Donc, à l'instant où le Conseil constitutionnel a validé son dossier, c'est que le dossier il est en bonne et due forme. Le dossier il est recevable. Mais en termes de gestion, nous pensons qu'il en a fait trop. Depuis, ça fait maintenant 15 ans qu'il dirige la Côte d'Ivoire. Et pense bien qu'il est temps pour lui de se reposer et de laisser de nouvelles personnes assurer leur relève. C'est ce que nous pensons. Et nous pensons que la présidente Simone, elle a toutes les connaissances, toute la capacité et la force nécessaire à jouer pleinement ce rôle. Bien, merci. Et Éric Doe, le RHDP est resté sur la question de bilan, un bilan inattaquable, en mettant en avant les actions menées par le président Ouattara, mais aussi une question de continuité avec le président Ouattara pour, dit-il, une stabilité. Oui, bon, on ne pourrait pas rêver autre chose. Hein. Ça a toujours été pareil avec le RHDP, de pouvoir justement dire notre bilan est inattaquable, donc forcément, si tout marche bien, on continue, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, effectivement, le but ici est surtout d'analyser la manière dont la campagne a été menée pour l'un ou l'autre des candidats. Donc, on comprend votre volonté de rappeler les problèmes d'éligibilité des uns des autres, mais voilà, si on s'en tient réellement simplement à comment est-ce que la campagne a été menée, honnêtement, c'est une très très belle campagne qu'a menée le RHDP. Mais vraiment, après peut-être qu'ils ont plus de moyens aussi. Est-ce que vous diriez que c'est la meilleure des campagnes présidentielles ivoiriennes quand on prend, on va dire, 2010, 2015 jusqu'à maintenant? Bon, je ne pourrais pas répondre parce que comme je suis un peu novice en politique, je n'ai suivi que la campagne de 2020. Vous avez quand même observé des campagnes en écoutant les discours à la télévision. Dans d'autres pays et tout ça, je trouve qu'en termes d'organisation, en termes de planification, j'ai rarement vu mieux que ce que fait le RHDP. C'est vraiment comme une horlogerie suisse limée, vraiment à l'excès. C'est vraiment très bien organisé. Bien. Mon seul problème avec le RHDP et le candidat Alassane Ouattara, ou je pourrais même en dire deux, le premier, c'est qu'il s'est contenté de faire campagne auprès de ses militants, avant tout. Je n'ai pas eu l'impression qu'il a fait campagne auprès des autres Ivoiriens. Il a surtout fait campagne auprès de ses militants, puisqu'il s'est contenté de faire ses meetings et ses déplacements à travers le pays. Je trouvais dommage qu'il ne se présente pas sur les plateaux de télé, justement, parce que sur les plateaux de télé, pour les invitations, par exemple l'émission Face aux électeurs, il aurait dû venir en personne. Sa parole est déjà très rare. Je pense que chaque année, on a droit à 1 ou 2 passages, 2 ou 3 passages, je dirais même le Nouvel An, le 7 août. On aurait voulu avoir le candidat lui-même, qu'il explique réellement les raisons de sa candidature, qu'il explique ce qu'il compte faire. Au bout de 15 ans, qu'est-ce qui va nous sortir encore de nouveau comme solution? On aurait voulu l'avoir. Et enfin, ce que je n'ai pas apprécié, bon, ça pour moi c'est de son fait, puisque c'est lui le candidat, et c'est à son nom que se prononcent les uns et les autres sur les plateaux et dans les meetings. Je n'ai pas du tout apprécié les menaces et le chantage qui a été fait par quasiment tous ses représentants. Je dis bien quasiment tous ses représentants l'ont fait. Celui que moi j'ai vu en premier, c'est l'ancien Premier ministre Patrick Kachi, qui l'a fait à 2 reprises. La deuxième fois, c'était un peu plus médiatisé, où il le disait à des populations du côté d'Adzopé qu'elles n'auraient rien en termes de développement si, dans leur région, le score ne plaisait pas à M. Alassane Ouattara. Et il y a eu d'autres. Dernièrement, j'ai vu encore une vidéo de Jean-Yves Esso ici, qui est un transfuge du PDCI, qui est aujourd'hui au RHDP, et qui tenait exactement les mêmes propos
dans sa région, je crois qu'il était à Lopou. Et il y en a eu d'autres, malheureusement, que je ne connais pas. Monsieur Doumbia pourra m'expliquer. Hier, nous avons eu sur ce plateau Monsieur Khalilou Koulibaly, qui était membre du porte-parole du candidat et qui a dit qu'il ne fallait pas faire attention aux propos que tenait M. Patrick Hachi et que ça n'engageait pas le candidat. Moi, il disait de se fier à ce qui est écrit. Oui, non, entre ce qui est écrit, ce qui est dit... Non, je rappelle ce qu'il a dit. C'est ce qui est vraiment le point négatif et très négatif de cette campagne. Merci. D'avoir un bilan à défendre, d'avoir un programme bien écrit et bien fait. Merci Eric Dou. Alors, M. Noba, comment vous analysez la stratégie du candidat du RHDP? Moi, je pense qu'à la suite de ce que Eric Dou a dit, je suis parfaitement d'accord qu'il y a eu énormément de manquements. Déjà, quand on prend la stature même du Premier ministre, sa position, et puis aussi la confiance placée en lui par le président de la République, il y a des propos qu'il faut éviter de tenir. On les a tous vus sur les réseaux. Malheureusement, c'est déplorable. Et Jean-Yves Esso aussi, malheureusement. Mais je veux dire que pour aller plus loin, il y a des choses dont le RHDP a manqué. Notamment la dynamique de la réconciliation nationale. C'était des sujets sur lesquels on devrait peut-être le voir dans le programme, malheureusement. Ils ont manqué de parler aussi du train de vie de l'État. Aujourd'hui, il y a des priorités ici en Côte d'Ivoire. Il y a des priorités. La santé, l'éducation. Ce sont des choses qui sont fondamentales pour l'Ivoirien. Mais santé, éducation, le RHDP en a parlé. Oui, mais le train de vie de l'État, c'est de ça que je parle. Bien, allez-y. Alors, les moyens qui sont mis on va dire, dans des secteurs qui n'ont, excusez-moi du thème, qui n'ont pas forcément d'importance là, maintenant, quand on sait que les Ivoiriens manquent d'infrastructures scolaires, quand on sait que les Ivoiriens manquent de moyens matériels dans les centres hospitaliers, donc ça veut dire que l'État doit réorienter sa priorité. Et c'est ce que nous n'avons pas vu dans leur programme, que Jean-Louis Billon, aujourd'hui, réexplique dans son programme d'action et pour les Ivoiriens. Bien. Monsieur Brahima Doumbia, après ces reproches à votre candidat, vous avez la parole. Bien. Je note ce que les uns et les autres ont dit. D'abord, il faut dire que c'est normal qu'on parle d'abord de notre bilan, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons réussi. Mais pourquoi maintenant? Est-ce que cela n'est pas l'expression d'un manque de communication ou de visibilité sur ce qui a été fait? Ouais, si nous devons communiquer sur ce que nous avons fait, sur ce que nous avons réussi. Parce que vous voyez, c'est comme ça dans la vie. Même quand vous allez postuler un emploi, vous donnez un curriculum vitae, un CV. Le CV, ça permet de voir ce que vous avez pu faire, qui vous êtes. Et c'est à partir de là qu'on peut vous faire confiance ou pas. Et ça, c'est important de rappeler aux Ivoiriens, les Ivoiriens le savent, de rappeler d'où nous partons, ou là où nous sommes. Et ensuite, maintenant, ce qu'il y a à améliorer, donc nous faisons des propositions sur ce qu'il y a à améliorer. Comment adapter la gestion de la Côte d'Ivoire, comment faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit au rendez-vous des années à venir avec les autres grandes nations. Parce que vous voyez que notre programme, c'est une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Donc c'est pour projeter la Côte d'Ivoire dans une autre dimension à partir de ce qui a été fait. Alors je note qu'on a fait campagne auprès de nos militants. Non, pas du tout. Nous sommes allés partout. Nous sommes allés auprès des Ivoiriens. On a fait de grands meetings, mais on a aussi fait du porte-à-porte pour convaincre les Ivoiriens à adhérer à notre projet. C'est vrai que le président n'est pas venu face aux électeurs. Mais celui qui est venu, c'est le directeur central de campagne chargé du programme de gouvernement. Donc il est venu pour aller en profondeur dans les aspects techniques, dans les détails, pour expliquer aux Ivoiriens ce que le président Alassane Ouattara promet et va faire dans les 5 années à venir, quand les Ivoiriens vont lui accorder leur suffrage le samedi prochain. Bon, je n'ai pas trop suivi ce qu'on a appelé chantage. Je pense que le Premier ministre réagissait aux actes. Ce n'est pas un chantage en tant que tel, mais à des actes je ne dirais pas de vandalisme, mais de blocage. Parce qu'il y a des gens qui ont barricadé des voies, qui ont empêché les candidats d'avoir accès à leur localité.
Donc, il leur faisait croire, il leur faisait savoir que si ils ne sortent pas pour aller voter les personnes qu'ils apprécient, mais les autres vont voter leur candidat. Et en l'occurrence, le candidat Alassane Ouattara ailleurs. Donc, je crois que c'était un peu dans ce, On peut vous rappeler dans ce registre-là. On peut vous rappeler les propos. Bon, maintenant, si ça peut vous aider à... Pour la réconciliation nationale, nous sommes pleinement engagés dans la réconciliation nationale. Vous savez, depuis sa prise du pouvoir, le président Alassane Ouattara a engagé beaucoup de chantiers sur la voie de la réconciliation. On peut citer beaucoup de choses. Je vais parler donc du retour des exilés, je vais parler donc du dégel des avoirs, de libération des prisonniers, de l'amnistie, des grâces, les 5 phases de dialogue, le cadre permanent de dialogue qui a été dirigé par le Premier ministre Aoussou Jano, la structure qui a été dirigée par le Premier ministre Bani, la CDVR, le ministère de la Réconciliation nationale, le ministère de la... Tout ça là, ce sont des actes qui ont été posés pour la réconciliation nationale. Des résultats. Mais les Ivoiriens ont vécu des situations difficiles. La réconciliation, telle que nous envisageons, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est progressif. Merci, M. Doumbia. S'il vous plaît, je finis. Pour dire qu'aujourd'hui, là où nous sommes, vous allez dans nos quartiers, les Ivoiriens mangent ensemble. Les Ivoiriens vont dans les maquis ensemble. Ils vont au champ ensemble, ils vont à la plage ensemble. Ils font les baptêmes ensemble. Ils font les funérailles ensemble. Ils vont dans les bureaux ensemble, ils travaillent ensemble, ils se côtoient. Merci. Mais la réconciliation, non, est devenue un fonds de commerce politique. Si vous regardez, là où il n'y a pas de réconciliation, c'est là où c'est des leaders politiques. Bien, merci. Donc c'est eux qui prennent la réconciliation comme un fonds de commerce. Sinon, les populations sont en avance. Dernière question sur les candidats. C'est la candidate Simone Gbagbo. On commence par vous, M. Noba. Est-ce qu'on peut considérer Simone Gbagbo comme la principale challenger de cette élection, ou est-elle bien partie aujourd'hui pour être la première femme présidente de la République de Côte d'Ivoire? Déjà, il faut dire que moi, je me réjouis d'une chose. Vous savez, même la Constitution de la Côte d'Ivoire demande à ce que les femmes soient beaucoup plus engagées dans la chose politique. Et donc, je me réjouis déjà de voir qu'il y ait 2 femmes à la course présidentielle. Et c'est vrai que, fondamentalement, je n'ai pas bien regarder le programme de société de Mme Simone. Bien, parce que cette question est plus sur l'engouement autour de la personnalité. Oui, naturellement. Naturellement, il y a un engouement autour de sa personnalité. Pourquoi? Parce que c'est l'ex-première dame de notre pays, et l'avoir aussi porté une vision au sommet de l'État. Je pense que c'est quelque chose que les populations attendaient et qui ont reçu en bonne et due forme. Eric Dou, l'initiatrice de la CAPSI, la coalition Plattenance Pacifique en Côte d'Ivoire, n'a malheureusement pas le soutien de cette coalition dans son entièreté. Est-ce que vous voyez une Simone Yves Gbagbo monter en puissance à 2 jours de la présidentielle, ou encore Simone Gbagbo est bien partie pour perdre cette élection, selon votre lecture? Première chose que je voudrais dire d'abord sur le profil de la candidate Simone Gbagbo, c'est déjà que, contrairement à Awa Domelo et Jean-Luc Billon, qui ont démontré en 15 jours qu'ils avaient des profils de technocrates avec vraiment des points très précis, très techniques, le profil de Mme Simone Gbagbo est un profil beaucoup plus, je dirais, mère de la nation, charismatique. C'est même fait appeler la Oman nationale, la mère nationale. Voilà. Donc c'est un profil un peu plus différent qui appelle à l'affect, même si justement elle a de belles propositions qui ont été bien défendues sur les plateaux par ses représentants. Mais en termes de chance pour l'élection de samedi, oui, c'est vrai qu'elle a aujourd'hui le soutien du COJEP, qui l'a bien aidé dans l'organisation à la fois du parrainage, mais aussi de la campagne. Donc, je pense que c'est déjà un premier poids, contrairement à... Mais est-ce qu'elle se démarque ou est-ce qu'elle a le soutien populaire par rapport aux autres candidats de l'opposition? C'est très difficile de le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut être honnête, les Ivoiriens boudent un peu cette élection. Je pense qu'ils sont un peu fatigués. Les mêmes visages. Voilà. Déjà, je pense qu'ils sont contents déjà que l'élection
soit arrivé, parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup de peur. Ils se disent qu'il faut qu'on en finisse rapidement. Donc, je n'ai pas vraiment observé... dans un peu plus de 48 heures, ça sera je n'ai terminé. pas vraiment observé, surtout sur le côté numérique et Internet, où je suis beaucoup plus, je n'ai pas vraiment observé qu'elle prenait de l'avance sur les autres candidats. Mais voilà, par rapport à ces alliances qui sont déjà créées avec d'autres forces politiques, je pense qu'on peut dire qu'elle avait déjà une avance. Mais l'élection en elle-même ne soulevant pas les foules en Côte d'Ivoire, on l'a vu d'ailleurs avec le retrait des cartes d'électeurs, il est très difficile aujourd'hui de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer au niveau des urnes. Mais ce qu'on peut au moins dire, c'est que en tant que femme déjà, en tant qu'ancienne première dame, elle a quand même démontré qu'elle avait aussi de la stature pour cette élection. Donc, je pense que pour le moment, tout le monde a ses chances. Bien. Monsieur Brahima Doumbia, que vous inspire cette campagne et la personnalité de Simone Veil Gbagbo à cette élection? Nous avons beaucoup de respect pour la personne de Mme Simone Gbagbo, qui est une figure historique de la scène politique nationale, qui est une femme d'expérience sur l'échiquier politique national. Donc, en tant que candidate, nous avons du respect pour elle, autant que les autres candidats qui compétissent. Je n'ai pas trop suivi sa campagne, ses sorties. J'ai écouté quelques mesures qui m'ont paru un peu irréalistes. Dans la mesure où le frère a présenté certains plans tout à l'heure où on parlait de réduire tous les matériaux de construction. Bon, sachant que ce sont des choses qui ne se font pas par décret, parce que c'est des choses qui sont produites par des entreprises qui ont leurs contraintes économiques réelles que l'État ne peut pas prendre en compte. Donc, en dehors de ça, je pense que c'est une grande dame. Et une candidate à craindre, que le RHDP craint? Non, le RHDP respecte tous les candidats, mais le RHDP ne craint personne. Bien. Allez-y, Dr Kouadia, un mot sur votre candidate, après avoir écouté les différentes analyses. Bon, je pense bien que notre candidate n'est plus véritablement à présenter aux Ivoiriens. Que tu vas au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, tous les Ivoiriens savent véritablement qui elle est. C'est une dame qui est très disponible, qui est très ouverte et qui est très compétente. Également, c'est une dame capable, qui est remplie de beaucoup de volonté. Et je pense bien qu'elle a également la même chance que le candidat du RHDP de gagner ces élections. Parce qu'elle a déjà démontré tout ce qu'elle est capable de faire. Et je pense bien qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont mis sa confiance en elle. C'est ce que j'avais à dire. Et c'est également qu'au travers de notre programme, de la présentation de notre programme de gouvernement, ça a inspiré déjà beaucoup d'Ivoiriens, surtout au niveau des logements, au niveau de lutte contre la corruption, au niveau de réforme du système éducatif, au niveau du financement de l'agriculture également. Voilà. En développant tous ces points, je pense bien que ça a attiré véritablement beaucoup d'Ivoiriens et qui ont décidé de porter leur confiance en elle. Bien. Bien. Autre question. Est-ce que vous estimez que les incidents signalés dans certaines zones du pays risquent d'influencer le climat du scrutin? Nous pensons que dès l'instant où, après la proclamation... Et même le taux de participation. Oui, après la proclamation du Conseil constitutionnel, je pense bien qu'à ce niveau-là, il y a déjà eu un problème. Et avec les différentes manifestations que nous avons eues ça et là, et en jetant un regard sur le processus de retrait des 4 électeurs, on peut déjà dire qu'il y aura un problème au niveau du taux de participation. Mais ce que nous souhaitons demander aux Ivoiriens, c'est de sortir massivement pour voter. Si réellement les Ivoiriens aspirent à un changement, qu'il récupère, qu'il se lève et qu'il va voter en grand nombre. C'est ce que nous souhaitons. Bien. Voilà. Mais toutefois, je passe sous votre contrôle, l'électeur qui n'a pas retiré sa carte d'électeur en présentant un document comme la carte d'identité, s'il a son nom sur la liste électorale, pourra voter. C'est bien cela? Absolument. Oui, bien. Effectivement. Absolument. Absolument. Il peut même retirer sa carte d'électeur le jour du scrutin. Bien. Alors, Éric Dou, également une question pour vous. Comment vous qualifiez aujourd'hui l'état d'esprit des électeurs? Comme je dis, ils sont tous stressés, pressés d'en finir. Certains ont pu... Et ça, c'est très dommage, parce que je trouve que les 15 jours ont permis à certains de se rendre compte qu'il y avait
quelque chose de positif dans cette pluralité politique et toutes les propositions. Et c'est aujourd'hui que les gens découvrent quasiment ces candidats. C'est pour ça que je trouve ça dommage, en fait. Ils auraient dû sortir leur projet de société un an à l'avance, parcourir justement le pays, faire du porte-à-porte, comme disait M. Doumbia tout à l'heure, aller rencontrer les Ivoiriens, leur expliquer le bien fondé, de sorte que l'élection soit plutôt un débat d'idées, pour montrer la progression de certaines idées dans la population, plutôt qu'une bataille justement de notoriété et d'image. Malheureusement, comme j'ai dit, l'élection est très stressante pour les Ivoiriens pour le moment. Ils veulent juste en finir, voir à quelle sauce ils vont être mangés. On a malheureusement déjà des morts, des violences qui ont commencé. On espère qu'elles vont s'arrêter et que l'élection va pouvoir avoir lieu et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Mais malheureusement, je ne peux pas aujourd'hui affirmer que voilà ce qui va se passer dans 2 jours. On espère juste que ça va être vraiment beaucoup plus calme. Mais vraiment, je trouve dommage qu'on n'ait que eu 15 jours justement de tous ces débats, parce que ça a vraiment permis à tout le monde d'entrer vraiment dans ce que c'est réellement la politique et la démocratie. Bien. Alors, il y a aussi la question du taux de participation, qui est un enjeu majeur. Oui. À la suite de ce qu'il a dit, oui, c'est vrai que l'état d'esprit aujourd'hui des Ivoiriens, ils sont un peu, je ne dirais pas effrayés, parce que depuis qu'on est entré dans l'année 2025, quand il s'agissait de parler de la période électorale, tout le monde avait peur. Même les entreprises aussi sont rentrées dans la danse. Aujourd'hui, tout le monde prend des dispositions pour éviter que ce qui ne doit pas arriver arrive ou ce qui... Bon, voilà. Donc aujourd'hui, l'Ivoirien est crispé. Malheureusement, c'est dû au fait que le RHDP, en tant que pouvoir en place, n'ait pas créé les conditions pour permettre à chaque Ivoirien de se sentir dans cette dynamique. Mais c'est le moment aussi pour les Ivoiriens de rentrer dans l'histoire. Vous savez, quand on aspire au changement, on applique son droit. Retirer sa carte d'électeur ou bien aller se présenter dans son bureau de vote, appliquer son droit le plus absolu, je pense que c'est ce qui va permettre aujourd'hui de pouvoir aspirer au changement. Et c'est tout ce que Jean-Luc Bion demande. Bien, il y a l'enjeu du taux de participation à cette élection présidentielle. D'abord, il faut regretter les actes de violence qui sont posés ça et là suite à des appels. Parce que nous sommes en démocratie, certains auraient pu appeler ou même faire des accords de gouvernement avec l'un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel et puis soutenir la candidature de cette personnalité. Mais malheureusement, ce n'est pas à ça que nous assistons. Nous voyons des gens qui appellent manifestement à la violence, à tout casser, à tout brûler, à tout bloquer. Et c'est ce qui crée ce que nous avons connu ces derniers temps. Mais fort heureusement, la majorité des Ivoiriens a compris qu'il ne faut pas s'inscrire dans cette logique, qu'elle n'apporte rien de positif, qu'elle n'apporte rien de bon, à part la souffrance. Et les Ivoiriens ont donné dos à ce genre de pratique. De sorte que nous voyons donc cette violence localisée. Nous espérons que le 25, ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur iront les chercher dans leur bureau de vote et puis porter leur voix sur le candidat qui, selon eux, est le mieux qualifié pour conduire le destin de la Côte d'Ivoire. Je vais dire Alassane Ouattara. Bien, merci à vous, M. Brahima Doumbia. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif adjoint du RHDP en charge des élections. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. On espère vous revoir très prochainement sur ce même plateau. Merci à vous aussi, M. Éric Noba, coordonnateur adjoint de la communication, à la communication digitale du candidat Jean-Luc Bion du Code. Merci Éric Dou, analyste politique, consultant sur Entre Deux News. Et puis, Dr Kouadia Justin, membre de l'équipe de campagne de Dr Simone Eivé Gbagbo. 2 semaines de campagne, des milliers de kilomètres parcourus, des mots, des engagements pris par les candidats, mais aussi des tensions, ça et là. Au terme de cette période électorale, une évidence s'impose à tous. La démocratie ivoirienne poursuit sa marche avec ses forces,
ses défis et ses fragilités, le scrutin du samedi prochain sera avant tout un test de maturité politique et citoyenne, un moment où chaque Ivoirien devra faire un choix libre, éclairé et responsable. Le scrutin est désormais entre les mains du peuple ivoirien. Merci à nos invités pour leurs analyses. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis durant ces 2 semaines. Rendez-vous après le vote pour décrypter ensemble les résultats et les grandes leçons de ce scrutin présidentiel ivoirien. Allez-y voter pour ceux qui le feront. Dans la discipline pour exprimer votre choix, ensemble, préservons la paix et la cohésion sociale. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.